Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir, on reçoit Daniel Conversano. Bonsoir Tepa, bonsoir à tous les métanautes. Voilà, bonsoir à tous les métanautes connectés, parce que ce soir, c'est la saison 2, vous savez, donc nouveauté, voilà, toi tu n'étais jamais venu à MetaTV, c'est la première fois, donc ça va être l'occasion de te connaître. Oui, mais je vous remercie beaucoup de m'inviter. Oui, parce que, écoute, beaucoup de gens te connaissent, beaucoup de gens grâce à tes vidéos, alors je fais un petit bonjour déjà aux métanautes, comme d'habitude, Aldo Lenzano, Liberty, Medusa, Alex Bellard des Choix, Ozzy, ça Ozzy c'est un ancien, Papa Troll, voilà, Henri Serin, Papa Troll, oui ils ont des noms, ça risque de troller un peu ce soir, on en avait parlé un peu avant, écoute, tu m'avais dit je m'y attends, t'es habitué. Tu rigoles, t'as vu un peu mon Facebook, c'est un champ de guerre, donc, si tu veux, moi j'attends que ça, y a pas de problème quoi. Donc les armées te trollent, ne te font pas peur. Oui, bien sûr. C'est un peu normal parce que, alors on va voir un peu, toi t'es quoi? T'es un auteur déjà, on peut dire ça comme ça. Je te remercie de commencer comme ça, c'est bien. Bah oui, parce que tu es un auteur, tu écris quand même des textes. Oui, en fait le fait de me prendre en vidéo n'est qu'un prétexte en réalité pour faire découvrir ma plume, n'étant pas édité par ailleurs. Alors après c'est vrai que maintenant c'est un format que j'apprécie et que j'arrive, que j'essaye d'esthétiser au maximum, c'est-à-dire d'un format hybride à moitié mise en scène, à moitié littérature. Mais enfin quand même, au départ c'est un pis-aller en fait, c'est-à-dire que moi je suis un chroniqueur, je suis un pamphlétaire. Donc je dis ça sans aucune aigreur, parce que je n'ai même pas essayé en réalité d'intégrer des journaux classiques, puisque tous les hebdomadaires, tous les mêmes sur internet ont des lignes éditoriales, et quand tu regardes les lignes éditoriales, évidemment moi ce que j'ai écrit c'est extraterrestre en fait. Oui, c'est vrai que t'auras du mal à ce qu'on te retrouve sur le point, c'est clair. Mais donc t'as fait, alors on va revenir un peu sur ton parcours, parce qu'il y a quand même une histoire, il y a un historique. On en a parlé, donc tu vois, les gens sont déjà informés. Oui, alors c'est vrai que vous avez souvent mentionné mon nom, et les gens qui vous suivent ne connaissent pas forcément. D'ailleurs, du coup, c'est assez étrange, parce que même, vous avez parlé de moi quand il y avait Marc Georges qui est venu. Oui, tout à fait. Et du coup, les gens se sont dit, mais quel est le rapport finalement Marc Georges, Conversano, etc. Est-ce que tu me permets de parler quelques minutes de Marc Georges, qui va me permettre de m'introduire moi-même? Écoute, vas-y, puisque tu voulais répondre, je crois, enfin, droit de réponse, on va dire, à un moment donné, puisque je t'ai annoncé, je crois, et que Marc Georges a dit, tiens, puisqu'il vient... alors ce que ça, c'est que Marc Georges et moi, il y a un passif, on s'est souvent pris la tête sur Facebook. D'accord. Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est, si tu veux, Marc Georges, c'est un peu mon opposé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut penser exactement le contraire de ce que je pense mieux que Marc Georges en fait. Donc on s'est pas mal pris la tête sur Facebook. Et en fait, c'est pour ça qu'il a réagi de cette manière, parce que lui, on peut dire de Marc Georges qu'il est négrophile, sans... Négrophile. Oui, négrophile, mais c'est pas un mot interdit, c'est-à-dire au sens strict négrophile, c'est-à-dire africanophile, c'est quelqu'un qui considère qu'il est tout à fait possible d'envisager, si tu veux, une France qui soit en partie africaine, si tu veux. Pour lui, ça n'est pas du tout un problème. Donc, sur ton plateau, il a dit, on m'a rapporté ça, parce que je n'ai pas vu ça en direct. Ah, il est Conversano, mais est-ce que tu sais que c'est un mec qui pense que les nègres ça pue? Oui, c'est vrai. Il a employé le mot nègre, donc je ne fais que reprendre sa terminologie. Donc je voudrais répondre à ça en disant que c'est quand même, un des combats de Marc Georges les plus récurrents, c'est son anti-gauchisme. Il se prétend anti-gauchiste. Il est toujours les gauchias, les ceci et cela. Pour moi, un gauchiste, c'est quelqu'un qui refuse l'exercice sain des généralités. Pour moi, c'est ça la définition stricte d'un gauchiste. Explique un petit peu l'exercice. L'exercice sain des généralités, c'est-à-dire que, par exemple, un mec vient chez toi 2-3 fois, il fout le boxon, tu vas plus l'inviter, quoi. Tu vas pas te dire, pas d'amalgame avec son comportement habituel, si ça se trouve, la prochaine soirée, il va pas être chiant. Tu es obligé de sévir, tu vois. Et en fait, c'est très curieux qu'il ait dit ça, parce que, écoute, d'une façon générale, moi j'ai fait du sport pendant très longtemps. Tu vois, bon ça se voit pas parce que j'ai une couche de gras, faut le dire, je suis gras, voilà, je me suis laissé aller, c'est my mistake. Mais lorsque je faisais du sport, en fait, j'ai été amené parfois à faire du sport avec des gens de couleur noire, et en fait, pour répondre à Marc Georges, je l'assume, d'une façon générale, un noir qui transpire, ça pue. Je te le dis en te regardant droit dans les yeux, mais pas... aussi. Non mais... Bien sûr, si je vais courir pendant 3 heures, je te fais sentir mes pieds, ça va pas sentir la rose. Mais
l'idée que les noirs puissent dégager une odeur qui soit plus dérangeante que les autres n'est pas une idée qui n'est basée sur aucun fond de réalité. Tu vois? Donc non, mais on va passer toute l'émission à le déterminer ça. Mais maintenant, je vais donner un exemple pour pas que tous les noirs qui regardent ton émission se suicident ou viennent me tuer à la fin de il faudrait... L'idée, par exemple... Tu vas vexer quelques-uns d'entre eux. Non, mais je vais ensuite déployer toute ma pensée. C'est pas seulement un attentat verbal, en fait, quoi. Les noirs, d'une façon générale, ont des plus gros sexes que les blancs. Mais ne me regarde pas comme ça. Qu'est-ce que j'en sais? Enfin, je veux dire, ces mêmes noirs dont je t'ai parlé de leur odeur de transpiration, qui étaient dans les vestiaires, ils étaient 3. C'était les 3 qui avaient la plus grosse bite. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, tu vas me dire, oui, non, mais attends, Daniel, il y a des noirs qui ont des grosses bites. Il suffit de regarder les films porno, il suffit de regarder ceci, cela. Mais globalement, si tu prends 500 noirs et 500 blancs, tu as plus de chances de voir des gros sexes chez les noirs que chez les blancs. Donc, tout ça pour finir de répondre à Marc-Georges, l'idée n'est pas de dire, par exemple, aucun blanc ne sait courir vite, aucun noir n'est intelligent. C'est de dire que les généralités, c'est ce qui permet de conclure des choses et ensuite de mener, par exemple, une politique. Et quand on s'interdit les généralités, eh bien, on ne peut pas conduire une politique qui soit viable. Et c'est pour ça que moi, je déclare officiellement ce soir, et j'y tiens, à dire que Marc-Georges, pour moi, est un gauchiste. Et c'est important de le dire parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui se prétendent anti-gauchistes alors qu'ils sont gauchistes. Alors, voilà. Ouais. Après, alors justement, parce que toi, c'est vrai, alors on a dégraissé un peu parce qu'on voulait venir au début, on avait dit qu'on arriverait tout doucement, quoi. Mais là, toi, tu rentres les pieds dans le plat tout de suite. Bien sûr, mais on va petit à petit, on va... Parce que toi, alors justement, en parlant de noir, tu as été l'auteur d'un noir célèbre. Alors pas l'auteur au sens, attention, pas au sens... réalisateur. Oui, pas au sens, je n'ai jamais écrit les spectacles de Dieudonné, loin s'en faut. Mais moi en fait, donc j'ai été réalisateur en fait. J'ai travaillé avec Dieudonné de 2010 à 2012 grosso modo. En fait, je l'ai rencontré, je t'ai pas parlé, tu veux que je te raconte comment je l'ai rencontré? Ah oui, tu peux expliquer. Bien, en fait, j'avais un projet de film, quand Michael Jackson est mort en 2009, moi j'aimais beaucoup Michael Jackson, et en fait, je voulais faire un film qui parle de lui, un court-métrage, et je voulais utiliser Dieudonné à la place de Michael Jackson. Donc c'est-à-dire, ils ne se ressemblent pas forcément physiquement, mais moi je trouvais que dans leur parcours, il y avait une similitude lointaine qui était le fait d'avoir été porté on va dire, au succès public, et puis d'un coup, rabaissé. Genre finalement ce mec n'est... Voilà. Par ailleurs, l'antisémitisme prétendu, parce que Michael Jackson a été, les métanotes doivent le savoir, mais a été accusé d'être antisémite à la fin de sa carrière. Bref, donc, j'allais dire Michael Jackson est passé à Grenoble, n'importe quoi. Dieudonné est passé à Grenoble, et quand il est passé, je lui ai proposé ce film. Voyant qu'il était un peu mitigé, je lui ai dit, mais attends, tu sais, je sais également capter des spectacles. Ce que je ne savais pas faire en fait, pour la petite histoire. Mais je l'ai bluffé, et finalement, il m'a permis de filmer un de ces spectacles, et j'ai filmé Sandrine, ensuite j'ai filmé Mahmoud, ensuite j'ai filmé Rendez-nous Jésus, et après nos chemins se sont séparés. Donc voilà, donc pour Diodo, j'ai capté trois des spectacles de Diodo, et j'ai été assistant réalisateur sur L'Antisémite et Métastase. Voilà, travaillé sur les 2 films de Dieudonné. Voilà. Donc c'est un beau parcours quand même. Mais... Oui, c'était une belle expérience, bien sûr. Bien sûr, notamment le Cameroun, c'est clair. Partir en voyage comme ça, surtout que moi j'ai une peur terrible de l'avion, donc je me suis fait violence à l'époque. Ah, t'es allé au Cameroun Je suis allé au Cameroun. D'accord, tu faisais partie de l'équipe qui... Voilà, bien sûr, de l'équipe. Et c'est comme ça que t'es revenu, t'as fait tes vidéos après, c'est ça. Tout s'explique. Au Cameroun, c'est pas possible. Non, c'est plus compliqué que ça. En fait, comme je disais dans l'interview précédente que j'ai fait il y a 3 ou 4 semaines, même si en termes chronométriques, c'est au moment où je me suis séparé de Diodo, enfin plutôt que Diodo s'est séparé de moi, parce qu'il m'a viré, c'est plus exactement. Je ne veux pas dire que je suis parti comme ça. Mais il n'y a pas de lien logique en réalité. C'est pas genre je me suis dit, là personne ne va me croire, les gens vont me dire oui, ça s'est mal passé avec Diodo, donc d'un coup tu es devenu aigre, etc. Non. Il faut quand même voir que moi quand j'ai rencontré Diodo, j'avais 22 ans. Quand on a 22 ans, on est un petit peu inachevé sur le plan intellectuel. Donc moi, mon avis politique sur le monde et sur les choses n'était pas abouti. Et il a continué d'évoluer au fur et à mesure de mes lectures, de mon expérience de vie, surtout de mon observation de la vie politique française, etc. Donc il n'y a pas de lien, si tu veux. C'est pas je me suis dit, tiens, Diodo est comme ça, donc les Noirs sont comme ci, les gens sont comme ça. Non, moi j'ai toujours été violemment anti-gauchiste, parce que j'ai toujours trouvé que
En fait, pour moi, le mot le plus dangereux actuellement, c'est amalgame. En fait, c'est un mot qui fait peur et quand on te dit non, ne fais pas d'amalgame, ça t'empêche de penser. Tu vois ? Parce que faire un amalgame peut t'amener à faire une erreur. C'est vrai, tu vois ? Comme on peut le voir aux États-Unis où on va dire il y a beaucoup de Noirs qui sont délinquants, donc des fois ils vont choper un Noir au hasard parce qu'ils ont besoin d'un coupable. C'est sûr. Mais à niveau général de politique, ce sont les généralités et les amalgames qui conduisent à mener des politiques qui fonctionnent. Tu vois ? Et j'ai un exemple qui me vient en tête d'un article qui a fait beaucoup de parler de lui. Malheureusement, je ne me rappelle plus de la source, mais je la donnerai. C'est un journal, peut-être l'Express, ou un journal, tu vois, très connu, tu vois, qui a publié qui a publié un rapport sur le crime, la violence, les viols et tout ça en France. Et en fait, c'était un rapport qui était ethnicisé. Donc, par exemple, il disait la prostitution, c'est les Roumains et les Africains. L'escorting de luxe, c'est les Ukrainiens et les Russes. Blablabla. Bla, 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 bla. Et alors les gens, évidemment, se sont révoltés. On dit, mais c'est scandaleux. Vous n'avez pas cité de source, vous n'avez pas cité de chiffres. Or, tout ce qu'avait écrit à ce moment-là ce journal était vrai. C'est-à-dire que, par exemple, moi je te cite l'exemple de l'escorting de luxe. Il se trouve que je connais des gens à la fois qui en sont, je connais une fille qui fait de l'escorting de luxe, et je connais des gens qui fréquentent ça souvent, voilà, des mecs tunés qui vont souvent. Oui. Bon. Ça, tu as encore des problèmes. Non, mais c'est pas des gens que je vais citer, bien sûr. Non, mais voilà. Et en fait, en grande majorité, ce sont des Russes et des Ukrainiennes, tout simplement parce que ce sont des femmes qui ont une beauté exceptionnelle, et donc en fait, les gens qui ont de l'argent ont tendance à aller vers elles. Voilà, donc tout ça pour dire que on a vraiment tort de... La phobie de l'amalgame, pour moi, c'est vraiment un problème contemporain qui est très grave et contre lequel il faut lutter. Mais est-ce que c'est pas dangereux aussi l'amalgame de son côté ? Parce que l'amalgame, ça consiste à dire tout est pareil. On est d'accord ? Oui, tu veux dire... c'est-à-dire de considérer que cette chose-là, elle est comme ça, elle se défie. Et l'amalgame, c'est de considérer que tous les membres se ressemblent, sont pareils. Oui. Mais quand je dis qu'il faut faire des amalgames, c'est pour, à la suite de cela, prendre des décisions politiques adéquates. Par exemple, quand je t'ai parlé tout à l'heure des Noirs, taille du sexe, que tu veux, l'intelligence, etc., j'ai bien conscience que tous les Noirs du monde ne sont pas inintelligents. Si tu veux, demain, tu vas me présenter un Noir qui va me tuer aux échecs. Un Noir qui écrit mieux que moi, ceci, cela. Mais d'une façon générale, si tu veux, il y a des constats qu'on peut faire et qui permettent ensuite de mener une politique. Et moi, je te donne un exemple très simple. Moi, j'ai une théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais cette théorie, c'est que la délinquance ordinaire, c'est-à-dire la délinquance citadine, est le fait quasi exclusif des Noirs et des Maghrébins. Oui. J'en veux pour preuve le fait que dans des pays pourtant pauvres, comme les pays de l'Est, Roumanie, Slovaquie, Ukraine, etc., alors que ce sont des gens extrêmement pauvres, il n'y a pas de délinquance ordinaire. Le taux de viol est presque négatif. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de déprédation, si tu veux. Il y a d'autres problèmes, la corruption, les vols. Quand il y a une guerre, c'est des barbares infinis, bon, etc. Mais pour moi, on parle par exemple d'un niveau politique. Tu me disais, oui, la dangerosité de l'amalgame. T'es pas. Si demain, en un coup de baguette magique, il n'y a plus d'Arabes et de Noirs en France, il n'y a plus de délinquance. Moi, je te le dis. Ouais. Et malheureusement, je n'ai pas cette baguette magique. Mais qu'est-ce qu'on appelle la délinquance ? C'est simple, la délinquance ordinaire. La délinquance ordinaire, le petit vol. Oui, mais ne dis pas cela comme si c'était quelque chose qui n'était pas pénalisant en fait au quotidien. Parce que quand tu es quelqu'un de normal en fait, qui rentre de son travail, qui a passé une journée à bosser, qui va retrouver sa petite femme tranquillement, je veux dire, c'est plus qu'agaçant. Il faudrait inventer un mot d'avoir peur de prendre certains types de transports parce que tu sais pertinemment qu'à partir d'une certaine heure, tu as la possibilité de te faire emmerder, ce qu'on appelle l'insécurité. Oui. Donc la petite délinquance est la petite ou la grosse. C'est-à-dire le fait que par exemple ta petite amie, moi je sais qu'à un moment donné j'habitais au cœur du 93, quand ma petite amie rentrait le soir, je n'étais pas rassuré pour la simple raison que chaque jour il y a des faits divers qui, si tu veux... Mais ça ne tient pas ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui ne tient pas ? Bah regarde, je vais prendre un exemple. Oui. Au début du siècle, il y avait en France une énorme vague
de délinquance, comme tu parles, de délinquance quotidienne. Oui. C'est ce qui a donné la création des brigades du TIC sous Clémenceau, justement, d'avoir ces polices motorisées. Donc ça veut... Et pourtant, il n'y avait pas de loi noire et d'arabe. Non, mais attends, là tu me parles d'un temps... C'est ce que je dis, il n'y avait pas de noir et d'arabe en 1900. Non, mais il y a pauvreté et pauvreté, t'es pas... Il y a pauvreté et pauvreté. Actuellement, nous ne sommes pas... Tu es d'accord avec moi que ce qu'on appelle les racailles de banlieue ne sont pas pauvres au point de n'avoir pas à manger. Non, ils sont pas... Non, c'était pas une question en réalité, c'est une affirmation, parce que je le sais, il y a des coins... À part les clodos, si tu vas en France, personne n'a des problèmes avec la faim. Là, au début du siècle, il y avait des problèmes avec la faim. C'est-à-dire qu'en fait, je te tue parce qu'en fait, c'est ou moi ou toi. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Est-ce que le problème, il ne se situe pas ailleurs? Est-ce qu'il ne se situe pas plutôt... est-ce que le problème que toi, tu identifies comme un problème ethnique quasiment, est-ce que c'est pas plutôt un problème de déracinement et d'identité? C'est-à-dire que ces gens ne se sentant pas appartenir, avec le déracinement, on n'a pas construit en fait une identité qui fait qu'ils sont dans un environnement dans lequel ils veulent le dégrader alors que c'est chez eux, quoi. Enfin, ils ne comprennent pas. Donc toi, ta théorie, c'est qu'ils considèrent, ils n'arrivent pas à imaginer qu'ils sont chez eux. Et donc l'implication que ça a, par exemple, de brûler des voitures. Ils se sentent pas chez eux, ils font n'importe quoi. Ils ne se sentent pas chez eux. Mais ils veulent pas se sentir chez eux non plus. J'ai pas dit... Attention, je les excuse pas non plus là-dessus. Toi, tu es dans le constat, d'accord. Je les excuse pas non plus, mais est-ce que justement c'est le fait que tu vois, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas une conséquence justement du déracinement identitaire total de la France? Moi, j'ai une réponse qui vaut ce qu'elle vaut. Vas-y. Moi, je pense que la raison pour laquelle ces gens ne se sentent pas chez eux, c'est parce qu'ils ne sont pas chez eux. Et je vais essayer de t'expliquer ça plus calmement du monde. Même si tu es... tu peux être... Moi, par exemple, je suis métis franco-italien. Tu vois? Bon. Mais quand tu es métis, donc déjà, la plupart des gens dont on parle ne sont pas nécessairement des métis. Ce sont des gens qui sont de père et de mère algériens. Je te parle en termes ethniques. Ça peut être des gens qui sont là depuis 4 générations. Non, mais ça peut être des gens qui sont là depuis 4 générations. Mais si depuis 4 générations, il n'y a pas eu de mélange. Donc en fait, pour moi, ce ne sont pas des métis. Ce sont des Algériens ou des Marocains ou ce que tu veux qui sont en France depuis plusieurs années. La raison pour laquelle il y a un problème d'identité et qu'ils ne se sentent pas assimilés, c'est parce qu'ils sont inassimilables. Mais non pas comme je l'ai dit tout à l'heure pour des questions de violence, etc. Simplement parce que, si tu veux, je pense qu'on a le multiculturalisme est une idée complètement à la fois obscène et complètement folle. Et la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que ça ne peut pas marcher. Parce que, et ça c'est un scoop que je vais donner, les mecs qui se baladent avec un t-shirt « Maroc, mon pays jusqu'à la mort », en fait je les comprends. Parce que quand ils se regardent dans le miroir, ce qu'ils voient dans le miroir, c'est une gueule de Marocain. Et ça sera toujours comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même moi, regarde, plus j'avance en âge, plus j'ai une gueule d'Italien plutôt que de Français. Ouais, t'as une gueule de rebeu un peu aussi. On me l'a souvent dit. Vrai, personnellement, je ne trouve pas. Je pense que il y a dans la façon dont les gens me dire que ouais, je suis un rebeu, pour moi, il y a de la propagande. C'est-à-dire que pour moi, vous avez ingéré de la propagande et en fait, vous croyez en me voyant voir un rebeu. Or, je suis un Italien du Sud et c'est une race qui existe. Une race à part entière. C'est-à-dire que j'ai la tête, une race, une ethnie. Oui, une race, moi je dis une race. Si tu regardes les tableaux du XVIIe siècle, les tableaux de la Renaissance, tu verras un nombre incalculable de gens qui ont une gueule comme la mienne. Ouais, Alger, j'en ai vu des comme toi aussi. Ah bah je te le garantis. Ne mens pas. Ah je mens pas. Ne me dis pas que je ne ressemble pas davantage à un Paolo Maldini qu'à un Zinedine Zidane. Franchement. Ah franchement, tu ressembles à un Algérien. Tu trouves que je ressemble à Zinedine Zidane? Peut-être pas Zinedine Zidane, mais tu me dirais je m'appelle Samir, tout le monde te croit. Ah ouais, tu crois? Plus que moi. Moi je pense qu'il y a une forme de mensonge là-dedans. Ah non, soit franchement, non, je suis sérieux. Non mais simplement même dans la façon dont le cheveu frise. Le cheveu de l'espagnol ou de l'italien frise d'une certaine manière, le cheveu de l'algérien ou le cheveu du noir frise d'une autre manière. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on ne peut pas sortir de la logique de l'apparence. Parce que dans l'apparence, tu vois, on va en parler après, c'est comme l'histoire du métissage. Les gens qui disent mais je comprends pas pourquoi ça te dérange d'avoir l'idée d'avoir un fils qui est noir si toi t'es blanc, ou si cela. Mais je veux dire, c'est tout à fait naturel de vouloir un enfant qui te ressemble. C'est tout à fait normal. Et l'inverse aussi.
Mais l'inverse aussi quoi? C'est-à-dire, c'est tout à fait naturel de vouloir un enfant qui te ressemble pas, absolument, comme un projet. Mais c'est pas un projet, c'est la vie qui te tombe dessus. Ne serais-tu pas davantage, non pas fier, mais de voir un enfant qui te ressemble? Maintenant, ton enfant naît et c'est un enfant bridé. Est-ce que tu n'aurais pas un réflexe premier contre lequel tu vas lutter, puisque tu es le père, donc tu vas aimer cet enfant de la manière qu'on aime les enfants adoptés. Mais l'enfantement, c'est l'idée aussi de perpétuer sa personne à travers, de combattre la mort quelque part. C'est-à-dire que tu fais un enfant et à travers ta mort survit ta progéniture, tu vois. Donc il y a une fierté dans le fait d'avoir une progéniture qui te ressemble, qui va dire elle-même va diffuser son histoire, transférer son histoire, son patrimoine, sa culture à sa propre descendance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et c'est beaucoup plus complexe à dire. Déjà parce qu'il en a deux. C'est pas évident d'avoir le cul entre deux chaises. Je veux dire, moi-même j'ai des problèmes identitaires. Je ne sais pas si je suis italien, je ne sais pas si je suis français. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça. Non mais c'est peut-être un scoop pour plusieurs personnes. Mais il est évident que j'aime l'Italie. Mon père est italien. Quand mon père regarde des matchs de foot, etc., il supporte l'Italie, comme c'est mon père qui aimait le sport, moi je supporte l'Italie par exemple. Tu vois, je n'ai pas spécialement le cœur qui vibre quand je vois la France jouer au football, ce qui ne veut pas dire pourtant que j'irai siffler la Marseillaise, contrairement à certains. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je pense que l'identité est inexorablement liée à l'ethnie. C'est-à-dire que je pense que ça nous paraîtra toujours étrange, tu vois, parce que nous, on a intégré l'idée, ça fait 30 ans en fait, que la France est multiculturelle, globalement. Mais imagine demain... 30 ans, je suis pas tout à fait d'accord non plus avec ça. Multiculturelle, je pense au sens Laurent Ozon, c'est-à-dire au sens, ça fait 30 ou 40 ans qu'il y a des Africains sur le territoire français. Oui, mais il y avait des Africains avant. Oui, non, mais en quantité, il n'y avait pas autant. Mais les Dom-Tom, ils étaient déjà là. Oui, non, mais ils n'étaient pas sur le territoire. En gros, Bobigny, tu vois de quoi je parle. Bon, Barbès, ça n'a pas 100 ans, bref. Moi, je pense qu'il te paraîtrait tout à fait incongru, je dis il, mais c'est un il générique, hein, c'est pas toi, c'est les gens, c'est qui tu veux. Si demain tu prends un billet d'avion pour Tokyo, et qu'en arrivant à Tokyo, tu ne vois que des gens qui ont une tête de Mexicains, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ça va te paraître incongru. Moi, ça me paraîtrait tout à fait incongru. Tu peux trouver tous les exemples que tu veux. Tu vas au Cameroun, tu vois des mecs qui ont des gueules d'esquimaux. Bon, eh bien, moi, je pense qu'il est illogique de voir des quartiers entiers à Paris, en fait, où tu ne vois plus des blancs français. Bien sûr. Mais et donc, ça crée un problème identitaire, si tu veux. Non, mais ça, regarde, on peut être d'accord sur ce principe-là. Oui. Mais est-ce que ça fait que ces gens-là, en fait, si tu veux, si on remonte à l'histoire, pourquoi ils sont venus, qui les a fait venir? Mais ce n'est pas la question. Oui, non, mais ça, je savais que tu allais me dire ça. Bien sûr, la raison de ma présence ici, ce n'est pas de dire, en gros, vous dégagez. Et il n'y a pas de... Oui, mais il faut bien trouver une solution. Oui, non, mais attends, toi, tu me parles déjà de solution. Déjà, je ne suis pas un homme politique. Et pour moi, on est encore dans le constat. Permets-moi d'être l'homme du constat avant d'être l'homme du changement. Le constat, il est que on a voulu croire au multiculturalisme, on y a cru. Moi, je suis la génération SOS Racisme aussi. Tu sais, j'ai eu 10 ans en 1990, donc tu vois, Black Blamber, ça, je l'ai bouffé le truc. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'une identité, c'est une culture, une histoire, et c'est par le biais de l'ethnie et de la race que ces choses-là se transmettent. C'est tout à fait normal qu'un écolier qui est marocain, ou peu importe, malien de père et de mère, en ait rien à secouer de Napoléon. Tu vois ce que je veux dire? En ait rien à secouer de l'histoire française. Et ça, si tu veux, à un moment donné, le réel est implacable. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Donc tout ça pour dire que je pense que l'idée qu'un jour, je vais le résumer comme ça. Tu vois, je pense que toi, tu es un mec qui aime vraiment la France. Tu vois, et c'est pour ça que je t'apprécie. Je pense que si tu veux la France, tu la respectes, tu l'aimes, c'est ta mère, etc. Tu peux l'identité française, tu peux la ressentir, tu peux l'aimer, la culture, tu peux tout ce que tu veux, mais la France, tu ne pourras jamais l'incarner. Tu ne pourras jamais, dans la tête, dans l'inconscient collectif des gens, tu ne pourras jamais incarner l'idée de la France. Mais c'est pas une critique genre je t'enterre sous terre. C'est que un Chinois, tu lui dis la France, c'est pas toi qui vois.
c'est pas toi qui vois. Et c'est pas un maghrébin, c'est pas un noir. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. Moi, je pense que je voyais Thierry Henry à Londres. Il était adulé, il est tellement français, so French. Oui, non, mais Thierry Henry. Tu peux toujours avoir des dérives comme ça. Puis certaines personnes ont un comportement, tu as des dandys un peu, tu as des dandys parisiens noirs, bien sûr. Mais c'est toujours pareil. D'une façon générale, il faut préserver l'idée que l'identité est liée à l'ethnie. Parce que l'on parle de mon point de vue, tu as le droit de ne pas être d'accord. Hein. Et ça, moi c'est ça mon chemin et c'est ça le sens de mes vidéos dont finalement on n'a pas encore parlé. Moi je voudrais remettre dans la tête, parce que finalement c'est pas tellement aux Noirs et aux Maghrébins que je m'adresse. Parce que je comprends je comprends plein de choses. Je comprends leur volonté de rester ici. Je comprends le fait que parfois quand ils sont métis, ils ont le cul entre deux chaises. Je comprends tout cela. Moi je voudrais simplement, c'est de la propagande que je fais, je voudrais rappeler aux Blancs qui tombent sur mes vidéos par hasard ou qui les suivent de temps en temps, régulièrement, c'est que ils ont le droit de préférer eux-mêmes aux autres. Et je pense qu'il faut sortir de la logique ethno-masochiste qui est en train de complètement détruire la France, si tu veux, quoi. Parce que nous allons disparaître. Tu vois, on a beau le dire de façon tempérée, genre oui, ceci, cela, les Blancs disparaissent. Toutes les statistiques le prouvent. Toutes les statistiques sérieuses montrent qu'en 2050, 2070, 2080, nous serons en extrême minorité. Et donc, nous devons aimer notre race pour simplement qu'elle survive. Et ça me permet d'achever sur une note, ma présentation de moi-même, d'achever sur une note un peu moins sévère. La raison pour laquelle parfois je fais du suprématisme, je ne sais jamais, peu importe, c'est qu'on ne peut pas défendre sa race quand on ne croit pas une seule seconde qu'elle vaut un tout petit peu mieux que les autres. Ça, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas dans une logique, même si par certains aspects, j'apprécie beaucoup, le parcours d'Adolf Hitler m'inspire. Je ne suis pas du tout dans l'idée que le français blanc doit retrouver sa superbe afin d'écraser le monde. Non, moi, je veux juste qu'il retrouve sa superbe. Tu vois, je veux juste m'arrêter à l'étape 1. Je veux que les Français s'apprécient, les Blancs s'apprécient, et, comment dirais-je, ne fassent des enfants aussi. C'est un truc aussi dont on peut parler. Les Blancs ne font plus d'enfants. Pourquoi? Non, mais c'est pas la faute des Africains. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai pas dit ça là, au contraire. Moi je n'aime pas les Blancs qui disent oui mais les Noirs ils font plein d'enfants, vous avez qu'à commencer vous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers la propagande, notamment médiatique, la propagande métissolâtre, les Blancs ont accepté l'idée qu'il n'était pas très grave au fond de mourir. Et pour moi ça prouve que rien ne va en fait dans cette société. Parce que le blanc est quand même autochtone de l'Europe. Si les blancs font moins d'enfants, il y a des raisons à ça. Ça s'explique, les femmes qui travaillent, le mode de vie, en plus, il faut bien le dire, le mode de vie occidental, il est basé quand même sur un individualisme profond. Oui, bien sûr. Plus que justement, c'est entre guillemets, toi tu parles de race, moi je parle de culture, mais cultures qui sont basées sur d'autres principes. Oui, mais que veux-tu dire par là? Tu veux dire qu'en fait, dans 30 ou 40 ans, les femmes noires qui font beaucoup d'enfants vont également être au travail et ne vont plus en faire. C'est ça que tu veux dire? Bah, je sais pas. Non, moi je pense que... Certainement, en tout cas, s'ils s'occidentalisent, oui. Mais ils ne s'occidentaliseront... C'est ça le point de différence entre toi et moi, c'est qu'ils ne s'occidentaliseront pas. Parce que tu ne peux pas, si tu veux, c'est comme la technologie. La technologie peut avancer, il y a 100 ans, on n'avait même pas d'avion, maintenant on a Internet, si tu veux, t'as Internet dans tes chiottes quand tu es dans l'espace, quoi. Mais une personne qui arrive du Mali, si tu veux, il lui faut 300 ans pour arriver en France et se mettre à se dire finalement j'ai plus besoin de faire 10 enfants. Tu vois quoi? C'est ce qu'on voit. Ah si, mais c'est ce qu'on voit, mais tu peux pas le nier, t'es pas. Écoute, je prends. Alors il y en a plein qui sont pas d'accord. Je te dis tout de suite, l'identité liée à l'ethnie, bien rentre chez toi. Mais je suis d'accord sur pas mal de points avec lui. C'est Azad Jimmy qui dit ça. Un blanc ou un noir ne pourra jamais représenter ou incarner le Japon ou la Chine. C'est Rami qui dit ça. Ah oui? Ouais. Non, il est d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il dit un blanc ou un noir ne pourra jamais représenter ou incarner le Japon ou la Chine. Tout à fait. Et je veux dire, s'il y avait une invasion massive, attention, quand j'emploie le mot invasion, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ont un projet, genre oui, nous allons envahir. Parce qu'évidemment, le Malien qui arrive en France, dans sa tête, il n'est pas là, genre oui, je vais envahir la France, j'ai un projet néfaste. Non, il est là, genre je vais mieux bouffer parce que chez moi, je bouffe pas. Mais concrètement, c'est ce qui se passe, c'est la même chose. Et en fait, à un niveau international, si sur 10 ans, on avait d'un coup, en plus je prends des exemples très marquants, parce qu'au Japon, il y a très peu d'immigration, tu as des touristes, mais il y a très peu d'immigration. Ça nous paraîtrait totalement incongru. Et je pense qu'il faut revenir simplement à notre bon sens.
ce qu'il se passe et l'immigration aberrante qui se passe en France, si tu veux, doit cesser parce qu'elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Et quand tu la regardes avec les yeux de l'esprit... Ça, comme je dis, ça on peut être d'accord. Oui. Bien sûr que l'immigration doit cesser. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire, tu fais quoi avec les gens qui sont là? Parce qu'en fait, que l'immigration doit cesser, aujourd'hui, ce discours-là, il est entendu par beaucoup de gens, y compris les gens descendus des générations dont tu parles, qui le disent eux-mêmes. Oui, mais quels sont leurs plans, alors? Leurs plans? Quels sont leurs plans pour que ça s'arrête? Parce que je suis au courant que maintenant, le FN, c'est même devenu mainstream. Hein. J'ai envie de dire, c'est d'un niveau politique. Ben, comment un niveau politique? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du parcours d'un Camille Séba? L'idée qu'à un moment donné, les Noirs et les Arabes doivent se responsabiliser et envisager la possibilité de faire remonter leur pays simplement en y allant sur place. Parce que quel est le projet des gens qui sont là? Camille, on l'a reçu ici, oui, je sais, dernière. Hein, non, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi je sais que par exemple c'est quelqu'un que j'apprécie. Je ne crois pas à la remigration pour tout le monde. Je n'y crois pas. Dans quelle mesure? Dans quel sens plutôt? Dans le sens où tu vas dire aux gens, aux Africains, retournez tous vivre en Afrique. Ah, c'est sûr qu'ils vont pas y aller de gaieté de cœur. Mais l'idée que ce soit un horizon, pourquoi cela te dérange? Parce que je trouve que c'est des critères ethnicistes qui n'ont aucun sens. Par exemple, moi, tu me places, tu vas me mettre dans le bateau avec les autres. Mais c'est aussi, je vais te dire, je serais plus un immigré, je vais devenir un immigré en fait, que je ne suis pas là. Oui, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas me transformer en immigré, quoi. Non, mais qu'on se mette bien d'accord. Alors que je ne me sens pas immigré, hein, je te le dis. Je te le dis, je me sens pas du tout immigré. Oui, bien sûr, mais parce que tu ne l'es pas. Parce que évidemment, maintenant ça, on parle de génération en génération. Bien sûr. Non, mais là, on parle d'un horizon politique. Oui. On ne parle pas non, mais attends, on parle pas d'un truc discriminant absolu. T'es noir, tu dégages, t'es blanc. Puis alors, si t'es à peu près noir, tu fais comment? Par exemple, je sais que mon exemple qui vient en tête, les fils du Diodo, ils ont des traits plutôt africains, mais globalement, au niveau de la couleur, ils sont presque blancs. Tu vois, donc qu'est-ce qu'on fait d'eux, tu vois, à ce moment-là? Non, mais globalement, l'arrêt immédiat de l'immigration, le dégageage, ce mot n'existe pas, mais si tu veux, quand on a plein le cul, t'en inventes, des racailles, soit qui n'ont pas leur carte d'identité français ou qui sont d'origine immigrée, en fait, le dégageage de leur face quand ils commettent des crimes absolus et atroces, parce qu'en fait, tant que tu ne feras pas planer cette menace sur les gens, il continuera en France d'y avoir des violences anti-blanches, parce que c'est un truc dont on ne parle jamais. On dit oui, ceci, cela, mais la plupart, par exemple, des viols, c'est une statistique. Alors, les statistiques ethniques sont interdites. Mais quand des gens comme Hervé Ryssen, que je salue d'ailleurs, font des études sérieuses et enquêtent de leur côté, ils s'aperçoivent de quoi en fait? Que l'immense majorité des viols en France les viols qui sont commis par des Noirs, sont commis sur des femmes blanches. Tu vois, c'est quelque chose dont on ne parle pas, ça. Tu vois? Donc, à un moment donné, il faut qu'au niveau judiciaire, il faut que ça suive. C'est-à-dire que bien sûr que les personnes que, admettons, je suis au pouvoir demain, personne qu'on va faire partir en premier, c'est certainement pas toi. Parce que déjà, pour faire partir quelqu'un, il faut qu'il y ait une raison. Il faut qu'il y ait une raison logique, si tu veux. Une personne qui n'a pas d'emploi, une personne qui menace la France, une personne qui la critique sans arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Parce que par exemple, il y a des rappeurs moi, que je dégagerais coup de pied dans le cul. Tu vois, La Fouine et tout le tralala, tout le rap anti-blanc, tous ces gens-là doivent disparaître de France. Je veux dire, personne n'en veut. Mais nous en moquons. Parce que quand un pays établit une politique, le pays ne va pas se dire non mais attends, qu'est-ce qui se passe dans les pays où on excommunie les gens, où on les tue, on ne se demande pas si c'est humain ou qu'est-ce que va en penser la communauté internationale, si tu veux quoi. C'est-à-dire que je pense que maintenant, pourquoi moi j'existe, c'est pour ouvrir le chakra dans la tête des gens, de dire vous avez le droit d'avoir des pensées violentes parce que la situation l'exige. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas un appel un peu ça n'est pas son prochain. Non. Certainement pas. C'est un appel à aimer sa famille, en fait, quoi. Sa famille réelle et sa famille ethnique. C'est totalement différent. Tu vois, mais toi, tu bases une famille sur l'ethnie. C'est ça qui est un peu... Parce qu'une famille, ce sont des frères... Enfin, on n'a pas la même conception, mais moi, je pense en frère d'armes. Un frère de couleur, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce pourquoi la couleur ne pourrait pas être un critère d'union?
Je trouve ça léger, quoi. Tu te- Le taux de mélanine. Sous un léger, tu veux dire l'histoire humaine depuis Faire 5000 confiance à ans, quelqu'un parce que- uniquement parce qu'il est blanc, Oui, bah, non mais tu sais que là, dans notre discours, c'est un peu curieux parce qu'on a l'impression que c'est moi qui suis, comment dirais-je, qui vient de Vénus ou je ne sais où, et c'est toi qui es dans la norme et tu me dis, mais enfin monsieur Conversano, mais que se passe-t-il dans votre traite? Je te signale en fait que ta vision des choses n'a que 50 ou 100 ans, hein, maximum. Hein. Parce que toute l'histoire de l'humanité est basée sur le fait que oh, t'es mon copain parce que t'es du même pays, t'as la même gueule et t'as la même religion. oui, Tu vois oui, du même pays, mais la même gueule, français, on s'est foutu sur la gueule avec tous les Européens, ça pouvait beau être des blancs. Les Anglais. Oui, mais parce que. Non, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais je vais revenir sur ce que tu as dit, mais parce qu'à l'époque, le multiculturalisme était tellement un truc imaginaire, si tu veux. Les mecs du XVIIe siècle, si un jour, dans leur tête, à mon avis, ils se sont jamais dit Paris, un jour, ça va ressembler à ça. Pour eux, un étranger, c'était déjà un Allemand. Tu vois ce que je veux dire? Tellement il y avait une homogénéité ethnique, tu comprends? Même quand tu lis, par exemple, Mein Kampf, tu vois qu'en fait, Hitler arrive à te dire qu'un Slave est un sous-homme. Pour te dire à quel point... Non, mais ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire finalement, oui, les critères d'ethnie changent au fur et à mesure des années. Non, ça veut dire qu'à une époque, il n'y avait tellement pas de mélange que, si tu veux, aux yeux d'un Français, un Danois paraissait être un extraterrestre. Tu vois quoi. Mais moi, je pense que cette période-là de l'histoire, même si elle avait ses... Si tu veux, je ne veux pas revenir au Moyen-Âge au sens où, tu vois, revenir à la médecine du Moyen-Âge, par exemple. Quoi. Mais je pense que sur le plan de la vie en société et du fait de vivre avec des gens de sa couleur et de son ethnie, de sa race, pour moi, c'est tout à fait logique, si tu veux. Et il n'y a que... Alors ça, c'est aussi un truc important à dire, c'est que on parle de ça finalement comme si c'était un phénomène qui touchait la planète entière, mais il n'y a que les Blancs qui sont obligés, sans qu'on leur ait d'ailleurs demandé leur avis, de subir une invasion migratoire. Il n'y a que les Blancs. C'est faux. Ah, actuellement, non, on ne parle pas de la colonisation. Non, il n'y a que les Blancs. Il n'y a que les Blancs. C'est faux. Alors, l'immigration, il y en a partout. Non, mais... Le mondialisme, il arrive partout. Oui, non, mais je te parle en tant que projet d'immigration. Je ne parle pas de l'immigration de travail. Je parle de l'immigration en tant que, voilà, le regroupement familial, par exemple. L'immigration de peuplement, bien sûr, parce qu'à ce moment-là... Oui, écoute, c'est gentil, mais attends, les États-Unis, c'est les Blancs qui sont partis faire de l'immigration de peuplement. Non, mais là, on est en train de parler du présent ou du passé, en fait. C'est encore autre chose. Parce que quel rapport avec ce qu'on dit? Non, parce que tu me dis dans l'histoire, ça n'a jamais existé. Mais non, je t'ai pas dit que ça n'avait jamais existé. Je dis non, pas du tout. Non, c'est mal compris. Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, j'ai rebondi peut-être, j'ai fait actuellement, je t'ai dit qu'à travers l'histoire, la plupart des civilisations avaient tendance à ne pas aller dans le sens du métissage. Ouais. Voilà. Mais je t'ai dit qu'actuellement, et depuis une cinquantaine d'années, la politique babylonienne du mélange des ethnies et des races, il n'y a que les Blancs qui se la prennent massivement sur la tête. Et ça n'est pas un retour de bâton, parce que je vois les trolls venir à 50 km, ça n'est pas un retour de bâton de l'histoire, genre vous nous avez colonisés, du coup maintenant on vient chez vous. Non, parce qu'il y a des pays d'Europe qui n'ont jamais été colonisateurs et qui subissent l'invasion migratoire, notamment la Suède. La Suède n'a jamais colonisé qui que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, tu vois, bon, autre chose aussi, toi, il me semble par exemple que toi tu es plutôt anti-UE. Complètement, oui. Complètement, tu vois. Bon, on est bien d'accord qu'en 2005, quand on a demandé l'avis aux gens, est-ce que vous voulez la Constitution, est-ce que vous ne voulez pas, ils nous ont glissé une quenelle. Tu vois, ils nous l'ont faite quand même. Ouais. Alors moi, ma question que je pose à la fois à toi et à tous les métanautes de France et de Navarre, à quel moment a-t-on demandé aux Français, voulez-vous, oui ou non, que chaque année, il y ait X nombre d'immigrés qui rentrent en France? Mais on leur a jamais posé la question. On leur a... Ah oui, mais ça, on est bien d'accord. Hein. Oui, donc c'est tout à fait logique que des Blancs de 40, 50, 60 ans et qui aient vu leur pays changer comme ça, les mauvaises. Non, mais ça... ce que je veux dire. Non, mais ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais si tu veux, pour à la fois expliquer le phénomène et à la fois même arriver à une solution, puisque tu dis oui, on arrivera à une solution, ça ne passe que par la sortie de l'Union européenne, puisque c'est un domaine qui est de la compétence de l'Union européenne, l'immigration. Oui, c'est bien la sûr. commissaire aux libertés, c'est Viviane Reding qui s'occupe de ça. Donc avec Schengen, en plus, c'est l'idée que des Italiens puissent accorder l'autorisation à un Malien de venir à Paris. C'est ça la réalité de Schengen. Oui, d'accord. Donc, déjà, si on veut stopper l'immigration, il faut sortir de l'Union européenne. C'est un des facteurs responsables de cette politique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour mettre dans... Parce que moi, je le dis à la firme, je pense être un propagandiste. Ah ouais. C'est-à-dire que je fais ça, en fait, si tu veux, pour délivrer un message. Et je n'ai aucune honte de le dire. De la même manière que Jacques Attali est un propagandiste
talmudo, sioniste, juif et tout le tralala. Moi, je suis un propagandiste nationaliste.